Donc on va changer de registre. Donc Paul, bah, tu vas te présenter bien sûr, mais on passe cette fois-ci à une vision un peu plus restreinte dans le temps, hein, c'est ça? Et on se cible plus sur l'océan maintenant et son rôle par rapport au climat. Donc là, je te laisse tout de suite la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à répondre à la question. L'océan est-il le maître du climat? Alors c'est toujours très impressionnant de passer après Stéphane. Chaque fois que je l'écoute, il me passionne et je lui dis mais comment ça se fait que je ne suis pas devenu géologue? Voilà, alors eh bien, je vais parler bien sûr de cette question. Après une brève introduction, je répondrai à une question philosophique. Qui suis-je? Mais rassurez-vous, je serai très factuel. Puis, nous répondrons à la question, l'océan régule le changement climatique, en fait. Enfin, je montrerai que l'océan régule le changement climatique, puis qu'il subit le changement climatique, et enfin qu'il peut nous aider à changer de cap. Avant d'aller dans la conclusion, bien sûr, je répondrai à la question que j'ai posée. Voilà. Alors, qui suis-je? Eh bien, j'ai commencé, je suis un ingénieur chimiste de formation. J'ai commencé à travailler à EDF sur un problème qui était passionnant, la production d'électricité par magnéto-hydrodynamique. Et puis le département de l'EDF en question allant fermer, c'était le moment où se lançait sur Brest le SNEXO qui a précédé Ifremer. Et j'ai lu qu'on y était finalement pour quelques raisons. Je me suis retrouvé à la fac de sciences. Et voilà, et l'affaire a continué comme ça. Donc je suis devenu océanographe. Parce que ma deuxième passion, en dehors de la thermodynamique, c'était la chimie des eaux. Alors j'ai à mon actif quelques campagnes en mer dans tous les océans du monde, hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai dû prendre part à des programmes internationaux à bord de navires français, américains ou allemands, notamment dans l'Antarctique, l'océan austral, qui représente un intérêt évident pour les questions climatiques. On y reviendra. Alors j'ai dû aussi créer, fonder l'Institut universitaire européen de la mer. Alors, si vous allez à l'ouest de Brest, voilà donc une vue du bâtiment qui est donc ouvert sur l'océan Atlantique, à côté d'un ensemble, dans un campus où il y a Ifremer, des écoles d'ingénieurs, etc. Je reviendrai là-dessus après. Voilà, donc en fait, ça a été créé en 1997. C'était un observatoire des sciences de l'univers qui dépend de l'université de Brest, on appelle ça l'université de Bretagne occidentale, du CNRS et de l'IRD, pour faire simple, qui est le CNRS dans les pays du Sud, quoi. Et donc, nous sommes devenus une des références au niveau international dans le domaine des sciences marines, avec 3 tâches. La formation au niveau master et doctorat, la recherche, bien sûr, et l'observation, puisque nous avons plein d'observatoires dans lesquels nous sommes impliqués ou leaders, hein. Donc, sur place, il y a plus de 1000 personnes, un peu plus de 1100 personnes dans ces 3 tâches, quoi. Voilà, donc si vous avez envie de visiter l'IEM, ça sera possible d'arranger ça, si c'est compatible avec votre emploi du temps, bien sûr. Alors, nous avons 7 unités de recherche qui sont pluridisciplinaires, pour la plupart, avec plusieurs de nos unités. Sur les 7, il y en a 5 qui sont effectivement couplées à Ifremer. Donc, ce sont des unités mixtes, comme on dit dans notre jargon. Alors, comment ce pool de l'Ouest, que j'appelle par simplification l'Europolmer, se situe au niveau mondial? On se situe au même niveau que les grands instituts au niveau européen, au niveau des États-Unis, au niveau du Japon et aussi au niveau de la Chine maintenant, qui a monté en puissance de façon spectaculaire depuis 20 ans. À l'Académie européenne des sciences, je suis spécialiste en relation avec la Chine dans le domaine de l'océan, hein. Donc si vous avez des questions, je pourrais éventuellement y répondre. Et puis, on a aussi des relations avec les centres d'excellence dans les pays du Sud, hein, qui sont en train de monter, et aussi en Arabie Saoudite, hein. Alors, dans le classement de Shanghai, l'Université de Bretagne occidentale, donc du fait de l'IEM, se retrouve entre la 5e et la 13e place, aux côtés d'universités américaines, européennes et chinoises prestigieuses. Donc voilà, brève présentation. Eh bien, attaquons la partie scientifique, bien sûr. Et je vais montrer que l'océan régule le changement climatique à une échelle de temps beaucoup plus modeste que mon ami Stéphane. Eh bien, c'est à la mode, hein. On va aller à bord d'un satellite, mais avec moi c'est gratuit. Okay. Et donc je vous embarque et voilà ce que vous verriez par exemple de la planète Terre. Mais si à la place de vos yeux, vous aviez des capteurs infrarouges, voilà ce que vous verriez. Donc le message est clair, la Terre émet de l'infrarouge vers l'espace. On comprend alors très facilement ce qu'est l'effet de serre. Il y a un problème? Ah, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, bouge pas, bouge pas. Il y a une fermeture automatique.
Tu veux que je remonte? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ça marche, oui. C'est bizarre. Bon, ok. Allons-y. Alors, la suivante, est-ce qu'elle passe bien? Oui, ça marche. Donc, effet de serre naturel, on reçoit l'énergie solaire, on renvoie vers l'espace de l'infrarouge, une partie est réfléchie vers la Terre, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel, le tout étant en équilibre normalement, hein, et ce qui nous garantit une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre, ce qui est très agréable pour nous, les Homo sapiens. Hein. S'il n'y avait pas l'effet de serre, on aurait moins 18 degrés Celsius, ça serait un peu moins sympathique. C'est encore vivable pour les Homo sapiens, c'est plus difficile. Hein. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Stéphane, en fait, ce que nous avons introduit dans l'atmosphère, alors le principal agent de l'effet de serre naturel, c'est la vapeur d'eau, hein, mais nous, on a introduit des quantités de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote, d'ozone, etc., et principalement donc de CO2. Et comme a montré à droite tout à l'heure Stéphane, la fameuse courbe de Keeling, Charles Keeling, à Hawaï, est la courbe de référence. Hein. Est-ce que cette courbe est identique dans l'ensemble des océans? La réponse est oui. À bas gauche, vous avez la même courbe, si je peux dire, ou une courbe analogue aux Bermudes. Et vous voyez bien la tendance tout à fait spectaculaire avec les variations saisonnières que Stéphane a rappelées tout à l'heure. Eh bien, en 2014, dans le cadre d'un projet international qui s'appelle le Global Carbon Project, une équipe de chercheurs a simulé l'évolution possible des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, dû aux activités humaines. Donc vous voyez la tendance qui était donc à partir de mesures, et il y avait plusieurs scénarios possibles. Le scénario sympathique, nous étions capables d'arrêter immédiatement nos émissions de CO2, et on atteignait la neutralité carbone assez rapidement. Le scénario vert, appelons ça le scénario écolo, si vous voulez. Hein. Et puis il y avait, alors on prend en fait les scénarios du GIEC, hein, les scénarios type du GIEC. Au contraire, on avait le business as usual, comme d'habitude, quoi. Et auquel cas, on prolonge la courbe et on arrive entre 3 et 5 degrés d'augmentation de température par rapport à la température de référence à la fin du siècle. Et naturellement, il y a plein de scénarios intermédiaires selon l'activité économique et sociétale que nous décidons. La réponse, le message est très clair, c'est que ceci n'est pas inéluctable, ça ne dépend que de nous, citoyens, collectivités en tout genre et acteurs économiques. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, en fait, on est très près de la courbe rouge, puisque selon les dernières estimations, on est sur une trajectoire à plus 3 degrés et quelques à la fin du siècle, sauf si on fait des changements drastiques dans leur comportement et en particulier dans les contributions déterminées nationalement, ce qu'on appelle les CDN. Donc voilà où nous en sommes. Alors, où passe l'excès de chaleur dû à l'excès d'effet de serre, en l'occurrence? Eh bien, l'océan est extrêmement utile parce que c'est lui qui absorbe 90% de cet excès de chaleur. Le continent, 6%. La cryosphère, c'est-à-dire glacier plus calotte glaciaire, 4%, voilà. Et le reste, bien sûr, c'est dans l'atmosphère. Donc on voit tout de suite le rôle majeur de l'océan dans la régulation du climat aujourd'hui. Et puis, et ce n'est pas un scoop, le CO2 a quelque chose à voir dans la régulation du climat, hein, comme l'a montré Stéphane tout à l'heure. Alors, à l'ère pré-industrielle, avant que nous perturbions le système marchait très simplement, c'est-à-dire que le lessivage des sols entraînait dans l'océan à peu près 0,8 milliards de tonnes de carbone par an. Ça rentrait dans le cycle biologique qu'a évoqué rapidement Stéphane tout à l'heure. Ça se déposait au fond du sédiment, alors 0,2. Ça s'accumulait au cours de millions d'années pour faire les combustibles fossiles, qui sont devenus les combustibles fossiles, charbon, gaz, hydrocarbures, etc., liquides. Et donc le reste, c'est-à-dire 0,8 moins 0,2, était émis vers l'atmosphère, et ceci était pompé par la biosphère terrestre, le système était en équilibre parfait, quoi. Donc à cette époque, l'océan était une source de CO2 pour l'atmosphère. Sauf que, depuis que nous utilisons les combustibles fossiles, et d'autres activités comme les ciments, hein, qui sont des émetteurs également de CO2,
nous émettons en gros dans l'atmosphère 10 milliards de tonnes de carbone. Et puis nous avons modifié l'utilisation des sols, notamment par la déforestation. Donc on rajoute 1,6. Alors fort heureusement, il y a une compensation encore. La biosphère terrestre va nous en pomper 3,4. En gros, quand vous offrez un peu plus de CO2 à un chêne, il pousse mieux. Il y avait hier, je crois, aux actualités, le fait qu'en Amazone, la bonne surprise était que, bien que déforestés, les arbres sont capables de pomper un peu plus de CO2, ce qui régule un peu le processus. Et puis l'océan, qui en absorbe 2,5. Et quand vous faites la somme 3,4 plus 2,5, vous n'y arrivez pas à 9,4 plus 1,6. Donc il n'y a pas compensation. Le reste, bien sûr, correspond à l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Alors, si je prends, où est ce puits océanique de carbone, de CO2, comme on l'appelle? Il n'est pas uniforme, en fait. Et on le voit sur ce schéma qu'il est principalement dans l'Atlantique Nord, dans l'océan Austral et un poil également dans le Pacifique Nord. Ça, c'est de la physique, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est intéressant de voir que certaines régions sont d'intérêt privilégié pour l'étude des puits de CO2 océaniques. Alors, j'ai superposé à cette courbe, juste pour le plaisir de le faire et d'avancer le débat, un tiers-T qui représente les zones économiques exclusives. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, parce que l'éclairement est un peu important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, quand on fait des budgets carbone au niveau national, les fameux CDN, hein, on ne tient pas compte du puits océanique de la région économique exclusive qui nous appartient. Alors c'est un peu dommage pour la France, qui a, comme vous le savez, la deuxième ZEE au niveau mondial. Donc, conclusion de la première partie, l'océan régule bien le changement climatique, puisqu'il absorbe 90% de la chaleur générée par l'excès d'effet de serre. Il récupère plus du quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sans l'océan, l'augmentation de la température moyenne à la température de la Terre serait bien plus importante que ce que nous connaissons. Donc, merci l'océan. Sauf que, en faisant cela, bien sûr, l'océan va subir le changement climatique, il va être perturbé. Alors, montrons-le. J'ai dit que le CO2 était absorbé par l'océan. Comme l'a montré tout à l'heure Stéphane, donc, il y a une réaction entre le CO2 et l'eau pour faire de l'acide carbonique. Donc on fait de l'acide, par conséquent on dit ce qu'on appelle l'acide, on acidifie l'océan. Alors est-ce que cette acidification est importante? Vous avez ici dans le schéma du haut la répartition du pH dans l'océan mondial. Vous voyez que lui, il est encore inégalement réparti, ça c'est aussi de la physique, hein, pour la plupart. Et on regarde ici dans les schémas du bas sa variation au cours de des 20 dernières années. Alors, à Hawaï, proche de la station de Keeling pour le CO2 atmosphérique, vous voyez que ça baisse. Aux Bermudes, la même chose. Et aux Canaries et Stock, même chose. La tendance est très claire. Alors, ce que l'on ne connaît pas en général, c'est l'impact sur les eaux côtières. Or, au pied de mon institut et de la station biologique de Roscoff, nous faisons partie de SUBLIT, c'est un réseau du CNRS, station d'observation au milieu littoral. Et vous voyez ici l'évolution du pH, très spectaculaire, la décroissance du pH, très spectaculaire et en cohérence pour les deux stations. Et il y en a d'autres. Hein. Et donc, si pour les stations situées au large, en plein océan Atlantique et Pacifique, le pH a décru de 0,03 unités, dans le même temps, dans les eaux côtières, ça a décru de 0,3 unités. Grande différence si vous vous rappelez que le pH est logarithmique. Donc il y a le feu, si je peux me permettre, quoi, parce qu'effectivement, il y a des impacts sur la biologie. Alors que je vais résumer ici. Dans cette courbe, l'axe des Y est trompeuse. Plus la courbe monte, si je peux dire, plus le pH diminue, d'accord? Donc il faut le voir dans le sens inverse, quoi. Et sur l'axe des temps, bien sûr, qui est horizontal, alors Charles Meyer, un collègue allemand, a représenté les impacts pour un des scénarios du GIEC, le scénario qui est malheureusement le plus probable actuellement, et il montre que tout ce qui est calcaire est impacté. Hein. C'est-à-dire, on va s'en prendre d'abord, en cas d'acidification, au cours des eaux froides, puis alors, les foraminifères qui sont de magnifiques organismes planctoniques, donc qui flottent,
microscopiques dans l'eau, puis les oursins adultes, puis les récifs coralliens tropicaux, vous savez que c'est déjà en route, puis les huîtres, etc., donc des espèces d'intérêt commercial, etc., etc. Donc l'affaire est en route, si je peux me permettre, quoi, et on en a pour un certain temps, on va y revenir après. Alors le pH a défrayé la chronique des médias récemment. Il y a un institut à Potsdam qui a déterminé les limites de la Terre. Et en gros, il représente la planète Terre. Et on a 9 critères ici de bonne santé ou non. Je ne vais pas revenir sur les détails. Quand on est dans le vert, tout va bien. Quand on est dans l'orange, ça commence à aller moins bien. Et donc, quand on est dans le rouge, ça ne va pas bien du tout, quoi. Eh bien, il y a uniquement que... Il y a du vert, si je peux dire, uniquement sur 2 des 9 critères. Alors, on va quand même le dire, hein, la diminution de l'ozone stratosphérique, ok, ça on a réussi, c'est la conséquence de la Convention de Montréal. Et on a diminué l'émission d'aérosols au niveau global, quoi. Donc, de ce côté-là, on a amélioré notre planète. Mais tout le reste, y compris le pH, on est soit dans le rouge, soit dans l'orange, quoi. Donc, c'est un signal d'alerte, bien sûr. Donc, CO2, acidification. J'ai dit tout à l'heure que 90% de l'excès d'effet de serre était transmis, était récupéré par l'océan. Bien sûr, la température de l'océan va monter. C'est ce que montre ce diagramme sur la dernière décennie, sauf dans certaines zones qui sont bleues, on pourra en discuter si vous avez des questions. Et on voit tout de suite que, effectivement, c'est impressionnant, on a bien un réchauffement généralisé de la surface, de la température de surface de l'océan. À ma droite, c'est un... Pardon, il n'est pas encore là, il est là. Le voici, ça vient de paraître il y a quelques jours. C'est le rapport de Copernicus. Copernicus est un programme européen basé à Toulouse, et donc autour de Mercator. Et on voit ici l'évolution du gradient thermique, c'est-à-dire en degrés Celsius par décennie. Vous avez la barre horizontale qui est violette, qui donne la moyenne mondiale, et vous avez l'océan Atlantique Nord, NEA, en bleu, et puis des points spécifiques dans le nord Atlantique. Et on voit nettement que certaines zones sortent du lot, et ce sont les systèmes qui sont semi-fermés. En 2 mots, l'océan Arctique, mais aussi la Méditerranée, la Baltique et la mer Noire. Alors, je vais juste faire quelques focus là sur d'abord l'Arctique. Alors pourquoi est-ce que l'Arctique se réchauffe rapidement? C'est un océan polaire, donc il y a glace de mer, avec un maximum d'extension en hiver, puis un minimum en été. Et on peut relier directement l'extension de la glace de mer, c'est le schéma qui est à côté, l'axe Y, avec les émissions cumulées de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. La relation est absolument frappante. C'est certes une corrélation, mais elle suggère quand même une relation forte, quoi. Donc, probablement, la diminution de la surface, de l'extension de la glace de mer est bien due aux activités anthropiques. Et on pense que selon les prédictions actuelles, selon les modèles, on pourrait avoir des étés sans glace, sans aucune glace de mer, hein, en l'occurrence, en Arctique, d'ici à 2050. Alors, il y a plein d'autres conséquences dont je ne discuterai pas, c'est-à-dire l'attaque du pergélisol, la fusion avec émission de méthane, rétroaction, etc. C'est évidemment des problèmes aussi très importants. Alors, nous sommes dans l'Arctique et on ne peut pas ne pas parler de la calotte glaciaire du Groenland, où, grâce à un certain nombre de proxys, on est capable de refaire le chemin de cette calotte depuis 1850. Et donc, cette calotte, elle fait 2 choses. Elle peut s'accroître quand il y a précipitation, donc neige puis glace, hein, ou bien fusion par réchauffement. Et vous voyez que le système est déséquilibré depuis le début du XXe siècle. Donc, le résultat, c'est qu'on délivre de l'eau douce à l'eau marine, à l'eau de mer, à l'océan. Il y aura un impact sur la circulation que j'évoquerai brièvement parce que le problème sera traité par Pascal tout à l'heure. Est-ce que c'est la même situation pour la calotte glaciaire de l'Antarctique? Alors là, si vous avez quelques points de repère, vous avez le Cap Horn, d'accord? Tout le monde sait où est le Cap Horn. Vous piquez au sud, vous avez la péninsule antarctique, c'est
la petite pointe là. Et donc, dans la région qu'on appelle la région de l'ouest de l'Antarctique, vous avez effectivement le même phénomène que dans le Groenland, c'est-à-dire une fusion accélérée, notamment en mer d'Amundsen. Donc, effectivement, on peut craindre que la calotte glaciaire de l'Antarctique soit également touchée, et comme vous le savez sans doute, la principale réserve d'eau douce, elle est là. Le Groenland, c'est une bonne part, mais l'Antarctique, c'est bien plus important. Donc, impact sur l'élévation du niveau de la mer. Et l'élévation du niveau de la mer, qui va être due à la dilatation par réchauffement, la fusion des calottes polaires, et donc la fusion des glaciers principalement. On ne sait plus très bien maintenant, mais il n'est pas impossible que l'impact de la fusion des calottes polaires devienne aussi important que la dilatation, mais il y a une grande incertitude sur ce chiffre. Alors, est-ce que la mer monte? Ben oui, bien sûr, on le voit. Alors, à Brest, on a la chance d'avoir le plus vieux marégraphe, je crois, du monde, ou pas loin. C'était du temps de Napoléon. Alors, vous allez avoir Pouvreau, Duchaume, qui va vous expliquer ça, je crois, demain, il me semble, ou après-demain. Et on a donc l'enregistrement du niveau de la mer à Brest. Effectivement, vous voyez, ça a monté une vingtaine de centimètres depuis le moment où on a commencé à la mesurer. Alors toujours pareil, dans le dernier rapport Copernicus, donc publié il y a quelques jours, vous pouvez ici comparer l'évolution depuis 2000 du niveau de la mer pour l'océan global et pour le nord-est atlantique, donc l'Atlantique du Nord-Est. Donc incontestablement, les faits sont là, la mer monte. Et la mer monte, alors je n'ai pas commenté tout de suite, je vais revenir en arrière maintenant, sur votre droite ici, vous avez une vue que j'ai prise du port de Brest. Alors c'était le 26 octobre 2023. Alors vous savez qu'il y a de la marée à Brest, hein, d'accord? Donc j'étais allé bien sûr par une pleine mer de Vivo, mais ce n'était pas extrême, hein, mais seulement on avait aussi un vent d'ouest en plus. Mais vous voyez que nos amis là se sont réfugiés sur les piliers, sur les bites d'amarrage, comme on dit, parce que le port était envahi par l'haute mer. Alors fort heureusement, ça va durer que 1 heure, pas plus, quoi, mais n'empêche que le processus est en marche. Donc les collectivités territoriales sont fortement concernées par ce problème et désormais s'en occupent. Alors j'ai aussi juste repéré pour vous pouvez aller sur ce site qui est intéressant, qui s'appelle coastal.climatechange.org, hein, où vous aurez ça facilement, qui lui donne ici une image de ce que ça donnerait 1 mètre d'eau au-dessus du niveau actuel. Alors, soit par dilatation, soit par submersion, enfin, tous les processus impliqués, je ne les détaille pas. Alors, pas de surprise, on voit qu'en Europe, qui est touché d'abord? Les Pays-Bas, les bas pays, ok, et la Belgique, bien sûr. Et il y a aussi un poil le sud-est de l'Angleterre. Alors, il n'y a pas beaucoup de points rouges sur la côte de France, sauf si on zoome. Je ne vais pas le faire, mais en fait, la plupart des littoraux, y compris le port de Brest, par conséquent ici, sont concernés et ça a des impacts, vous devinez, sur l'immobilier. Il y a plein d'impacts que je ne vais pas détailler ici. Alors je vais juste dire un mot en introduction de ce que va dire Pascal, parce qu'il y a aussi un impact en conséquence sur la circulation océanique. Juste pour que vous ayez une notion de nos échelles de temps à nous, les océanographes. Donc ce schéma qui est célèbre, alors ce n'est pas le tapis roulant de Stéphane tout à l'heure, c'est le tapis roulant des océanographes. Et donc tout ce qui est rouge, c'est chaud et c'est la surface. Tout ce qui est bleu, c'est froid et c'est le fond. Donc le système s'amorce au large de la mer de Norvège, de la mer du Labrador et de la mer du Groenland, où les vents arctiques froids rendent la mer dense et l'eau qui est dense coule. Coule et alimente les courants profonds qui s'écoulent vers le sud. Même phénomène au presque du côté de l'Antarctique, dans les polynies qui soufflent avec les vents catabatiques, hein, les eaux deviennent denses et donc les eaux s'écoulent et vont vers l'océan Indien, vers l'océan Pacifique. Ça finit par monter dans l'océan Indien et dans le nord du Pacifique et le système se reboucle. Si je lâche une molécule d'eau en Norvège, je la verrai revenir à peu près 2000 ans plus tard. Donc ça vous donne un peu une idée de nos cycles de temps, beaucoup plus lents que pour l'atmosphère. Hein. Okay. 2000 ans. Bon, pas discuter si c'est 1500 ou 2500, mais en gros, c'est l'échelle. Voilà. Alors, je pense que je vais zapper ceci parce que, évidemment, Pascal va le traiter, le problème du Gulf Stream. C'est en plein dans son sujet.
Et je vais passer directement donc, à la conclusion de cette deuxième partie. Donc l'océan est directement impacté par le changement climatique. Donc il s'acidifie, avec un impact potentiel sur les organismes à carapace calcaire, d'accord, c'est déjà en route. Hein. Le niveau de la mer monte, dilatation, fusion des glaciers ou des calottes polaires, et sans doute de plus d'1 mètre à la fin de ce siècle, et peut-être même au-delà si la fusion des calottes polaires s'accélère. Hein. Donc c'est vraiment un problème qui devient un problème sociétal majeur. Troisièmement, le changement climatique impacte la circulation générale océanique. Et bien sûr, le changement climatique impacte les écosystèmes marins. Je n'ai pas traité ce sujet-là parce que je n'ai pas trop le temps, mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre, bien sûr. Eh bien, l'océan donc régule, est impacté, mais il peut nous aider à changer de cap. Alors de quoi s'agit-il? Notre problème, comme on l'a vu, vient des émissions principalement de CO2. Donc la première idée à laquelle pensent les géo-ingénieurs, comme on les appelle, c'est de capter ce CO2 par différents moyens, par exemple en accélérant la photosynthèse. Alors j'ai eu la chance de participer de 1990 à 2005 à différentes expéditions en mer pour la fertilisation en fer de l'océan. Vous avez vu tout à l'heure comment le fer a pratiquement disparu de l'océan avec Stéphane. Hein, okay, ces bifs là, ces zones effectivement très concentrées en fer. Donc il n'y a pratiquement plus de fer dans l'eau de mer. Or, pour la photosynthèse, pour les réactions biochimiques, on a besoin de fer. Et le fer nous est apporté comment? Dans l'océan, soit par les fleuves, soit aussi par les déserts. Nous avons eu tous des poussières du Sahara ici. Et une partie de ces poussières du Sahara, ou des autres déserts naturellement, hein, se dissolvent dans l'eau de mer. Hein. Donc voilà la façon notamment dont les eaux de surface récupèrent du fer, puis aussi il peut y avoir des résurgences par en dessous. Donc l'idée est venue d'enrichir l'eau de mer en fer là où les eaux de l'océan manquaient de fer, particulièrement dans l'océan austral. Alors pourquoi c'est pas terrible dans l'océan austral pour le faire? Parce que c'est gelé, l'Antarctique est gelé, il n'y a pas de fleuve, et il y a aussi des vents violents, mais ils sont sur la glace, donc ça n'aide pas. Hein. Et donc on a eu plusieurs programmes internationaux là-dessus, et on a effectivement fertilisé en fer l'océan austral sur quelques centaines de kilomètres carrés. C'est rentré la circulation générale, et on a suivi effectivement l'impact. Formidable. Hein. On a pu détecter par satellite des augmentations de la chlorophylle, photosynthèse accélérée, okay, et la teneur en CO2 au-dessus qui s'abaissait. Sauf que on a complètement modifié le réseau trophique derrière. Pourquoi? Parce qu'en donnant du fer, on a favorisé le plancton opportuniste avide de fer. On modifie le réseau trophique, on joue aux apprentis sorciers. Hein. Eh bien, vous aurez avec Fabrice, je crois que c'est demain ou après-demain, un exposé sur les différentes techniques de ce genre, mais sur laquelle moi j'ai une extrême prudence. La seule chose que je considère, moi, comme étant réalisable et raisonnable, je dirais, c'est la captation directe du CO2 à la source, c'est-à-dire par exemple à l'émission des centrales à charbon ou des centrales thermiques ou d'autres activités industrielles. On le prend, ce CO2, on le capte et on le réenfouit dans les sédiments marins. Non pas dans l'eau de mer, hein, mais dans les sédiments profonds. Et en fait, c'est ce qu'on fait au large de la Norvège, c'est ce que font les Norvégiens, puisque vous savez qu'ils ont de larges champs gaziers, et que c'est du méthane, bien sûr, qui sort, hein, mais il y a toujours un poids de CO2 avec. Et intelligemment, le gouvernement norvégien a décidé de taxer le CO2 s'il le lâchait dans l'atmosphère. Donc ils ont créé des techniques, hein, c'est le site Sleipner, vous voyez sous vos yeux là, la société Equinor qui fait ça. Ils captent le CO2, ils le réenfouissent dans les sédiments profonds. On devient en conditions super critiques à ces pressions-là. Hein. Et ça marche parfaitement, hein, ça fonctionne depuis 40 ans, c'est étanche. Ça a été vérifié non pas par les Norvégiens, mais par des experts indépendants. Là, c'était des Britanniques. Hein. Ça marche. Alors c'est ce que veut faire en particulier les Pays-Bas, au large de
des Pays-Bas et de la Belgique. On a de larges champs sédimentaires du même type, quoi. Et il propose de récupérer 37 millions de tonnes de CO2 à partir des activités de Shell, ExxonMobil, etc., dans le port de Rotterdam. Et ils offrent la possibilité à l'Europe de se joindre à eux. Alors, dans le monde, il y a 200 initiatives de ce genre, soit pour la terre, soit pour la mer. Mais l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a calculé que si on le faisait, on récupérait 0,2 milliards de tonnes de carbone par an. Ah, vous vous rappelez le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, on était à 10 milliards, et pour la seule Europe, c'est 3,7 milliards d'émissions. Donc c'est peanuts. Alors ça peut aider, mais c'est sûrement pas un argument pour dire on peut continuer à brûler du fioul ou à utiliser les hydrocarbures fossiles, parce qu'on a les techniques pour le compenser. C'est pas vrai comme vous le voyez, mais ça peut aider, donc je ne suis pas contre à la rigueur. La véritable solution, vous le savez tous, c'est ce qu'a établi par exemple le rapport RTE à la demande du gouvernement, c'est effectivement diminuer la consommation énergétique de la France de 40% jusqu'à 2050. Une vraie révolution en quelque sorte. Et de passer, tout électrique ou presque en tout cas, de favoriser la production d'électricité. Alors on est en train de, c'est le schéma du bas, on est en train de prendre timidement cette voie. La consommation énergétique de la France commence à baisser, pas à la vitesse à laquelle l'attend le rapport RTE. Et d'autre part, vous avez vu aussi récemment que l'utilisation massive maintenant de l'IA, avec la création de data centers, correspond à des demandes d'énergie extraordinaires, si je peux dire, au moins 10% en plus. Donc le rapport du RTE serait à modifier. Alors, ceci était notamment discuté par The Shift Project de Jean Covici. Alors, le rapport RTE proposait différents scénarios. Moi, j'ai pris celui qui permettait d'avoir les énergies renouvelables au maximum, dont les énergies marines renouvelables, à titre de discussion, bien sûr. Et donc, je vais voir si du côté de l'océan, on a effectivement la possibilité de récupérer des quantités sérieuses, de produire des quantités sérieuses d'énergie. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue. Vous voyez ici, il y a l'énergie marémotrice, houlomotrice, les hydroliennes, les éoliennes, bien sûr, offshore, l'énergie osmotique, si vous avez des questions là-dessus, je répondrai, l'énergie thermique des mers, etc. Alors, juste un petit focus pour rappeler qu'en Bretagne, nous avons, grâce à EDF, la première réalisation de l'usine marémotrice au monde. Donc, 240 mégawatts, et donc 500 gigawattheures par an. Alors, ce n'est pas tout à fait négligeable. Alors, il y a eu une deuxième réalisation du côté de la Corée, mais vous savez aussi qu'il y a des conséquences écologiques non négligeables, ce qui fait que ce type de dispositif n'a pas été étendu. Nous venons d'ouvrir un parc éolien offshore à la baie de Saint-Brieuc, en gros 500 mégawatts, avec un objectif de 1800 gigawattheures par an. Donc ça commence à être intéressant au niveau du nombre d'habitants concernés. Et nous avons plusieurs réalisations ou plans en cours. Tout ce qui est en vert, là, c'est ce qui est déjà ouvert en éolienne offshore. Donc, et puis, il y a des projets qui ont été réactualisés par le gouvernement au mois d'octobre 2024. Et donc, il y a des discussions pour les implantations. Vous savez que c'est un peu discuté. Et puis, il y a surtout le fait que la filière n'est pas réellement soutenue au niveau gouvernemental, ce qui n'implique pas les industriels à se lancer dans l'opération. Alors, juste un petit focus sur une très belle réalisation, à mon avis, qui est l'hydrolienne d'Edis de Sabella, qui est une entreprise de Quimper, qui fonctionne actuellement. Elle est mouillée entre le continent et Ouessant, et donc à la hauteur d'1 mégawatt, et elle fournit 15% de l'énergie électrique des habitants d'Ouessant. Alors, manque de chance, elle a fait faillite en 2023, faute de soutien de l'État, et c'est une compagnie britannique, Inyanga, qui l'a rachetée. Bon, bref, en tout cas, voilà quelque chose qui marche et qui pourrait se développer à l'avenir. En conclusion, la troisième partie, l'océan nous rend des services majeurs dans la transition énergétique, si on va vers une société plus sobre, naturellement, à travers la géo-ingénierie, mais attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers. Et l'océan présente un fort potentiel en matière d'énergie renouvelable, compatible avec les autres usages,
de la mer dans le cadre d'un développement durable. Il y a plusieurs usagers, hein, donc c'est une histoire complexe, mais on fait les arbitrages nécessaires pour y réussir. Alors pour répondre à la question que j'ai posée, je reviens sur des schémas. Le schéma, celui-ci a dû être présenté par Stéphane tout à l'heure, qui reconstruit donc dans la période industrielle l'évolution des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre à partir des combustibles fossiles, de l'utilisation des sols et en compensation donc le puits océanique, le puits terrestriel et le puits bien sûr atmosphérique. Donc on voit que ça varie. Alors pour être plus précis, je vais montrer un schéma un peu analogue mais un peu différent qui détaille les processus de forçage radiatif. En plus quand j'augmente la chaleur, en moins quand j'en retire. Alors vous vous souvenez sans doute d'un personnage célèbre que j'ai bien connu, hein, c'était un géochimiste comme moi, Claude Allègre, un excellent géochimiste, mais un piètre climatologue. Désolé pour Claude. Il évoquait à l'époque la possibilité que le changement climatique observé soit dû aux variations de l'énergie solaire. Vous voyez la variation de l'énergie solaire tout en haut, là? Le jaune, là, elle n'est pas du tout dans les bons ordres de grandeur. Hein. Donc désolé, ce n'était pas le bon processus qu'il fallait impliquer, c'est effectivement les processus que nous avons créés du fait de la combustion des combustibles fossiles. Donc vous avez ici le rôle joué alors, en moins par les aérosols, par l'interaction avec les nuages, et puis vous avez ces pics dont on n'a pas parlé, par exemple, ce qui me permet de faire le lien avec Stéphane. Là, je passe à la géologie. En effet, ce sont les émissions volcaniques. Et les émissions volcaniques sont spectaculaires. Pourquoi? Parce que certaines d'entre elles rejettent dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère, des quantités énormes de poussière, donc des aérosols, qui vont y subsister soit quelques mois, soit même plusieurs années. Deux exemples. L'émission du Tambora, en 1815. C'était intervenu au début d'avril 1815 et ça a duré plusieurs semaines. Il y avait déjà des gens sur place pour l'observer, notamment des Anglais. Quoi. Et les impacts ont été majeurs en 1816 principalement, parce que c'est rentré dans la circulation générale et la poussière s'est distribuée jusqu'en Europe. Quoi. Ça a correspondu à une période de famine en Chine, également perturbation de l'agriculture en Europe, dont les conséquences ont été majeures. Refroidissement et perturbation du cycle d'eau avec précipitation à la clé éventuellement. Alors deuxième observation beaucoup plus, je dirais, contrainte, celle-là, avec des moyens modernes, celle du Pinatubo, donc dans les Philippines, l'autre était en Indonésie, en 1991, avec tous les moyens modernes d'observation, y compris de l'atmosphère et l'océan, on a conclu que cette émission avait correspondu à une diminution de la température moyenne de la Terre de 0,1 degré Celsius. Conclusion, l'océan est-il le maître du climat? Ma réponse est oui, mais il n'est pas le seul quand la géologie joue son rôle, notamment les émissions volcaniques. Bon, ceci étant, l'importance de l'océan, en fonction des services qu'il nous rend, en fonction notamment pour le contrôle du changement climatique, mais aussi en matière de ressources biologiques et autres, est telle que, effectivement, il faut s'en occuper, il faut arrêter de le perturber. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai amené quelques exemplaires de mon bouquin qui s'appelle « L'océan est-il le maître du climat ?» avec une préface de Georges Jouzel. Et je me ferai un plaisir de dédicacer si vous êtes intéressés. Et puis j'ai aussi, pour ceux qui aiment bien les aventures et qui ont lu dans leur jeune temps Jules Verne, ce que j'ai fait, j'ai revisité 20 milieux sous les mers, Les enfants du capitaine Grant, Une vie sérieuse, sous l'œil d'un océanographe moderne, en disant « Ah, Jules Verne, là, c'est vraiment génial, là, c'est pas tout à fait vrai. » Et j'ai même joué un Jules Verne du XXIe siècle. Merci de votre attention.